Il y a Xavier qui ramène un patient dans un sale état. Je peux vous dire que c'est une vraie crasse virus. On va arriver à un moment donné où il va falloir choisir. Vous êtes venu faire un frottis hier. Il est positif. Pour nous, c'est vraiment dur émotionnellement de les voir mourir tout seuls. Donc on surcharge les hôpitaux jusqu'au moment où il n'y aura pas de place. On se réveille la nuit et alors on cherche notre masque. Je vais être honnête, au fur et à mesure des cas qui nous arrivent, la peur s'installe quand même. Samedi 21 mars, c'est la première nuit du printemps. La monitrice des infirmières fait sa ronde habituelle. Comment ça va? Cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. Ça fait 3 semaines que cet hôpital, situé à 1 heure du sud de Bruxelles, se prépare à la crise. Ça roule? Ouais, ça va. Dis-moi, comment ça va? Ça va. Pour le moment, les filles, comment ça va? Ça va. Bien? Tout le monde va bien. Ça leur plaît? Bah oui. Bon, Enfin, Manu, elle se la change complètement. Ouais. Et je pense qu'elle a l'air vraiment motivée. on est toutes les 3 motivées. C'est très bien. Il y a Christian. Mon travail, c'est aussi un soutien psychologique des infirmières parce que, bon, ici, on a de la chance, mais normalement, elles sont seules dans les services. Et seules, c'est seul pendant 11 heures. Salut, reviens. Les équipes de nuit ont été renforcées. T'as bien dormi? Un peu. C'est pas dernier ou tu continues? C'est ma dernière. Qu'est-ce que t'as au magasin? Oh, c'est vide à côté de d'habitude. Mais cette nuit, c'est le stress des équipes qu'il faut accompagner. Et à mon avis, ce qui va arriver, c'est qu'on va regrouper les services de médecine pour... On verra. Ouais. On verra. On ne sait pas. Qui entendu au fond? Quoi? Il y a un médecin qui est dessus. T'as peur? Qui n'a pas peur? Tu as peur? T'as pas peur? Dimanche matin, la fameuse vague annoncée pour le week-end semble avoir épargné l'hôpital. On a l'impression que cette vague, qui est moins haute et moins tranchante que ce à quoi on s'attendait, est en train d'arriver tout doucement. Et je pense que dans les prochaines semaines, ça va s'aggraver. Et voilà, parce qu'on voit que la situation change tout doucement, pas aussi vite que ce à quoi on s'attendait, mais est en train de changer. Ok, donc on prépare le SAS, on prépare le box réa qui est devenu le box pour Covid-19 parce que tu arrives avec un patient Covid-19 qui est dans un état grave. Ok, je leur dis. Ouais. Il y a Xavier qui ramène un patient Covid-19 dans un sale état, donc il faut préparer le SAS et le box. C'est quoi? Probablement parce qu'il est dans un sale état. Un patient vient d'arriver. Oui, tout est prêt, mais ça, on a déjà tout préparé. Il vient d'une maison de retraite. Monsieur, ça fait 2-3 jours qu'il est comme ça. Il n'y avait pas de cas de Covid chez eux jusqu'à maintenant. C'est une maison de repos? Ouais. Et quand je suis arrivé, il était pâle, transpirant comme ça, il tirait, c'était... Voilà. Mais il était un peu dépassé. L'homme est en détresse respiratoire. Il faut l'oxygéner au plus vite. Pour les ambulanciers qui ont assuré le transport, le temps presse. Il faut être prêt pour d'autres interventions. Alors on décontamine sur place. Pour un maximum de précautions et voilà. On avait juste un souci, comme beaucoup, c'était les masques qui n'arrivaient pas, mais on les a reçus de la santé publique. L'octogénaire est un patient à risque. Là, on lui a fait une prise de sang artérielle qui est censée nous dire dans quelle mesure il arrive à oxygéner son sang. Et ensuite, on lui a donné de l'oxygène et puis on espère que ça va aller. Et là, on est en train de voir comment va son cœur, on est en train de voir tout ça. L'intubation. La question se pose. C'est un acte lourd et dangereux. On l'a intubé, c'est du intubé, il va Non, s'il s'arrête au scan, on l'intube. Ah oui, mais c'est l'intube. On ne peut pas l'intuber ici, on est obligé de l'intuber à l'usine, dans une chambre fermée. Monsieur, vous êtes avec nous? Le patient doit rester conscient. C'est cette conscience qui va lui permettre de conserver ses réflexes de survie
Les médecins ont besoin d'un scanner de ses poumons, mais il faut aller vite. Son état se dégrade de minute en minute. L'homme cherche son oxygène. Et le scanner peut comporter des risques. Ici, le risque, c'est que le patient fasse un arrêt sur la table. Parce que, en étant couché comme ça, pour respirer, ça va être très très difficile pour lui. On ne peut pas l'intuber ici. Il doit absolument être intubé en réanimation pour ne pas contaminer l'espace ici. Et donc, il y a des décisions à prendre. Et est-ce qu'on le masse? Est-ce qu'on fait la réanimation? Le nombre de cas va-t-il exploser? Le personnel semble prêt à devoir faire des choix difficiles. Je pense que, là, pour l'instant, ça ne se pose pas encore vraiment parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de cas. Mais je pense qu'on va arriver à un moment donné où il va falloir choisir, malheureusement. Respirez normalement. On attend le verdict de l'imagerie. Il a vraiment du mal à respirer. Il y a vraiment plus qu'une petite partie de poumon qui fonctionne ici. Les images laissent peu de doute. L'urgentiste vient aux nouvelles. Ouais. Le patient n'a plus qu'une infime partie de sa capacité pulmonaire. L'autre. Les images ont parlé. Elles feront désormais le quotidien du personnel de radiologie. Le patient va être intubé et mis sous assistance respiratoire aux soins intensifs. Cet homme décédera le lendemain matin. Les analyses confirmeront qu'il était atteint du Covid-19. Il est 10 heures. Comme tous les matins, c'est l'heure de la réunion de gestion de crise. Depuis quelques jours déjà, les hôpitaux cherchent des solutions pour pallier le manque de matériel. Le médecin des soins intensifs prévient. Donc au niveau matériel, faire le point ce matin avec les deux chefs, mais il va falloir trouver des systèmes T pour s'habiller. Il faut trouver des solutions pour les blouses et les masques qui manquent dans tout le pays. Les universités vont venir en aide aux hôpitaux. C'est le Science Lab de la VUB qui propose de développer ça pour fin de semaine. Donc en gros, c'est un masque Décathlon, hein, vous voyez les trucs avec le tuba, où sur le dessus, ils modifient, ils mettent un masque FFP2 qu'ils protégeraient avec la petite cartouche, ce qui permettrait d'augmenter la durée de vie des FFP2. Et alors ils demandaient si ça pouvait nous intéresser, si nos soignants pensent qu'ils pourraient garder ça toute la journée. Moi je trouve que c'est quand même... Ouais, il faut dire qu'on est intéressé, non, par les trucs. Prenons-en quand même quelques-uns. Parmi les membres présents à cette réunion, l'infectiologue, véritable baromètre de l'infection dans l'hôpital. Oui, ok, mais où vous voulez. L'augmentation est là. Ça augmente calmement. On espère tous que la vague ne monte pas trop haut. Et c'est dans les jours ici où on sent bien que ça peut, d'heure en heure, ça peut changer. Ça, je pense qu'on en est bien tous conscients. Eh ben, on fait le tour. Chaque matin, elle reçoit les résultats des patients testés à l'hôpital. Sa priorité, communiquer vers le personnel soignant et notamment celui des maisons de retraite. Vais-tu vous déranger? Bonjour, docteur Mathieu, je suis infectiologue au CHU de Tivoli. Vous êtes venu faire un frottis hier. Il est positif. Ok, vous prévenez, vous travaillez dans une résidence, hein? Vous les prévenez? Oui, je vais vous déranger. Vous êtes venu faire votre frottis hier. Il est positif.
La vague, tant redoutée, n'a pas encore submergé l'hôpital. Mais le Covid-19 tue. Les malades décèdent sans que les familles puissent la revoir une dernière fois. Jusqu'à présent, les visites aux patients contaminés sont interdites. L'infirmière tente d'obtenir une dérogation de la direction pour une visite, une dernière visite, d'un fils à sa mère, en fin de vie. D'accord. Oui. Justement, donc cette femme-là, elle a 3 enfants, elle a 2 filles qui sont en suspicion de Covid. Ouais, voilà. Mais les filles sont tout à fait cohérentes et elles disent je ne vais pas venir. Hier, demain, on dit on ne viendra pas, mais notre frère, lui, n'est pas contaminé. Et donc, en fait, cette dame vivait avec sa fille. Et sa fille est revenue d'Italie. Voilà. Et la dame est positive, confirmée. Oui, voilà, et on n'a plus de contact du tout avec madame. Donc, ok, d'accord. On avait parlé d'une tablette. Je ne sais pas si... oui. Ah, parfait. Et donc, à ce moment-là, avec cette tablette, on pourra faire téléphoner... Ok, comme ça, on sait. Merci beaucoup. J'avais la cadre en ligne afin qu'on trouve une solution pour les patients en fin de vie, pour qu'ils puissent encore avoir au moins une visite. Car pour nous, c'est vraiment dur émotionnellement de les voir mourir tout seuls. Et donc, on a l'accord qu'il y ait 2 personnes qui viennent 10 minutes. Mais ils ne pourront malheureusement pas toucher madame. Donc voilà, c'est dur. On vit cette période difficile par rapport à ça, oui, difficilement. Le Covid-19 atteint tout le monde. Et les proches du personnel ne sont pas épargnés. Oui, je vais juste appeler pour voir si je le dérange pas. Les parents de cet urgentiste ont tous les 2 été hospitalisés. Son papa a pu rentrer. Oui, bonjour, c'est le docteur Dubrun-Lagarde. Je m'excuse de vous déranger. Est-ce que je pourrais me monter, vous déposer un petit paquet pour ma maman? Super. Sa maman est toujours à l'hôpital. À tout de suite. Bah ouais. Je peux pas rentrer la voir. C'est le même tarif pour tout le monde. Bonjour. Je peux vous déposer le petit paquet pour ma maman? Non, je vais lui donner. Oh, t'es un ange. Pas de soucis. Ça va? Ça va? Oui, ça va. On tient bon. Et vous? On est vivants. En réanimation, pour chaque patient, c'est aussi un combat pour la vie qui se joue. Et les lits ne désemplissent pas. Pour combattre le Covid-19, il a fallu doubler le personnel. Alors, on a fait appel au personnel infirmier d'autres unités pour accompagner les équipes des soins intensifs surchargées. On va apprendre à se connaître et ça apporte aussi des points positifs pour le travail parce qu'on apprend des choses qu'on ne concernait pas forcément avant et que là on apprend vraiment à gérer grâce à elles qui nous enseignent aussi leur travail quelque part. On est tous à un moment partagé entre la crainte d'être contaminés, de contaminer nos proches, mais aussi cette envie d'être là et de combattre ce Covid et de gagner ce combat. Et ce combat, tous veulent le gagner. Même quand on n'est pas en première ligne, il y a d'autres manières de contribuer à l'effort de guerre. Florence est française, originaire de la ville de Metz, en Lorraine. Elle est venue travailler en Belgique il y a 3 ans.
lundi, j'ai mon congé parental. Donc, comme le mardi, je retravaille. Le lundi, je cuisine quasiment toute la journée. Je prépare des petites choses pour mes collègues. Et je reviens le mardi en distribuant tout ça. Donc, maintenant, ils commencent à savoir que le mardi, c'est le jour où je passe et je viens distribuer un peu à chacun. Voilà. On avait l'occasion de remercier des équipes, des collègues avec qui on travaille, avec qui on a plaisir de travailler. Donc, j'ai repris ces petites cartes avec un grand merci dessus. Et chaque semaine, je mets une petite citation dessus. Donc cette semaine, c'est une citation de Steve Jobs. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Voilà. Je trouve ça assez d'actualité. Allez, comment ça va? Ça va avec toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon thème? Bah super, Ça fait vraiment plaisir parce qu'on a difficile et avoir un peu de nourriture comme ça ravive un peu la bonne humeur. Mais le soutien, il vient aussi des familles. Plus de 80% du personnel infirmier est féminin. Des femmes qui sont aussi des mamans. T'as fait tes devoirs? Bah ouais. Il te reste combien de feuilles à faire? 3. Ça va? À tantôt, mon cœur. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Florence est l'une de ces jeunes mamans. Je vais être honnête, au fur et à mesure des cas qui nous arrivent, la peur s'installe quand même. On a perdu des patients qui sont parfois assez jeunes ou qui n'ont pas d'antécédents particuliers. Et c'est souvent des cas où on ne s'attendait pas à les perdre. Parce qu'à la maison, j'ai un petit bébé de 3 mois, donc excusez-moi. Que je prenne des risques pour moi, ça me dérange pas. C'est mon métier, c'est comme ça, j'ai signé pour, mais voilà, à la maison, il y a un petit bébé de 3 mois qui lui a rien demandé. Donc je ne veux pas arriver à des conséquences qui ne sont pas pour moi, mais pour ma famille ou pour mes proches. Désolée. C'est pas le meilleur moment pour avoir un bébé, c'est sûr. Les bébés qui naissent prématurés, eux non plus, n'ont pas de calendrier. Nos bébés n'ont pas attendu le coronavirus pour naître et pour être malades. Et donc on doit continuer à soigner nos patients, à travailler comme avant, en sachant qu'on a toujours la menace de ce coronavirus. Dans le service de néonatologie, un seul parent peut rendre visite à bébé. Alors, c'est souvent le papa qui doit se plier aux règles du confinement. Parce que là, à l'instant, il est même dans la voiture en bas. Il passe sa journée dans la voiture, il préfère être tout près. Au cas où il y avait quelque chose, il est tout près. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas évident parce qu'il ne sait pas profiter de son bébé. Il doit le voir que par des photos, heureusement, on a la technologie. Mais forcément, c'est pas la même chose, donc voilà. Il faut faire avec, mais c'est pas facile. Au 8e étage, à l'unité Covid, des patients peuvent reprendre le chemin du retour à la maison. Vous avez des enfants? Il y a quelqu'un qui vous attend à la maison? Personne. Personne? Comment on fait pour rentrer chez vous? Très bien, attendez, on va faire ceci, c'est pour votre bien. Je sais que c'est embêtant, madame, mais c'est pour votre bien. La famille, pour certains, c'est le dernier lien qui lie les malades au monde extérieur. Et pour les patients de l'aile psychiatrique, ce lien est parfois rompu. Vous voulez téléphoner à votre fille? Et comment ça se fait? Vous avez son numéro? Eh ben, on va lui téléphoner à votre fille. Mais il est toujours sur le répondeur. Ah, et vous n'avez que ce numéro-là? Ouais. Bon. C'est papa, bonjour.
Dis, si tu veux me téléphoner, tu me téléphones 064 27 61 77. Ça va? Allez, bisous, à la prochaine. Voilà. Si elle téléphone que je suis pas là, qui c'est qui va répondre? Eh bien, nous allons passer le message à tout le monde que si votre fille téléphone, qu'il faut vous appeler. À tout à l'heure, M. Galvin. Le confinement leur fait sentir qu'ils sont encore plus seuls. Donc pour un certain nombre d'entre eux, ils sont plus entourés en étant ici à l'hôpital qu'en étant à l'extérieur parce qu'il y a très peu de contacts, même téléphoniques. Les soins administrés aux patients Covid engendrent une forte consommation de blouses de protection. La pénurie de matériel pousse les hôpitaux à la créativité. Le restaurant du 11e étage s'est transformé en atelier de couture. Des bénévoles de la région sont venus prêter main forte. Je suis sans emploi, donc je me suis trouvé utile de venir aider. On récupère tous les morceaux de tissu qu'on peut pour faire des liens, pour fermer les blouses, quoi. Là, on est au complet, là. Mais il faut que ça dure. Là, on est jour 1 à fond. Aux urgences, les cas Covid sont légion. Mais le confinement de la population du pays engendre d'autres types de pathologies. Au revoir, merci. Au revoir. Il est tombé de la balançoire. Donc voilà, il avait le bras qui pendait, il ne sait plus bouger les doigts, donc pas le choix d'être là aujourd'hui. Pas de souci. Il a dit je ne vais pas à l'hôpital parce qu'il y a le coronavirus et qu'il ne veut pas l'attraper, donc voilà. Malheureusement, on n'a pas le choix. Les problèmes domestiques concernent aussi les adultes. Un homme, sous l'effet de la boisson, est amené aux urgences par la police. Le confinement a eu un impact sur les violences conjugales. Alors, moi de ce que j'ai compris, ma version, ce que votre femme m'explique, c'est que en fait votre agressivité, elle est surtout liée à la consommation d'alcool, qu'elle aussi reconnaît qu'elle consomme autant que vous et que pour elle aussi c'est un souci. Et elle me dit que y a quand même eu des violences physiques, que vous soyez, que vous l'ayez fait volontairement ou pas, hein. Que vous soyez sous imprégnation d'alcool ou pas. La question n'est pas est-ce que vous vouliez vraiment lui faire du mal ou pas. Elle, parfois, elle a peur pour sa sécurité. Tous les jours, toutes les heures parfois, les médecins avancent dans la connaissance du virus. La maladie semble nécessiter des soins plus soutenus qu'attendus et les lits viennent à manquer. Le chef des soins intensifs tient à avertir le comité de gestion de crise de l'hôpital. Je peux vous dire que c'est une vraie crasse. C'est une vraie crasse. Ce virus, vraiment, ce qu'on voit là en une semaine, c'est vraiment, ils vont tous mal et tous même chose, de moins en moins bien, intubés au 3e jour, longtemps pas bien. Et là, on va avoir une discussion à nous 4 tout à l'heure pour déjà mettre des limitations éthiques, peut-être un petit peu plus féroces. Et donc on va devoir quand même faire un petit tri parce qu'avec la vague qui s'annonce entre le 1 et le 4, a priori, si on reste au même rythme, pour les soins intensifs, je parle, on risque d'être un peu submergé la semaine prochaine. Donc, Le comité décide d'ouvrir une nouvelle aile de soins intensifs pour augmenter la capacité de l'hôpital. Mais les soignants sont inquiets, car en attendant, il faudra peut-être prendre des décisions très difficiles. La grosse difficulté, c'est que comme les patients qui sont là sont vraiment gravement malades et pour le moment ne s'améliorent pas vraiment, c'est qu'on continue à absorber et à faire rentrer, mais on va arriver à saturation si ça continue comme ça. Oui. Commencez à être fatigué? Un peu, après une nuit comme ça surtout. Un cas Covid-19 avec de lourds antécédents arrive aux urgences.
Les soins intensifs affichent presque complet. Une décision éthique doit être prise pour ce patient. Il ne faut pas que tu décides tout seul. Donc, il a été décidé que si on prenait des statuts, il faut 3 personnes. Donc, c'est noté dans le protocole du truc d'éthique, c'est 3 personnes qui décident du statut du patient. Donc, maintenant, tu peux avoir l'accord de son pneumologue, t'es toi, t'es l'usine, ça c'est bon. Donc, demande un avis complémentaire à son pneumologue traitant et t'es bon. Donc, il était à 67 de SAT à l'arrivée du SMUR. Le jeune urgentiste n'a jamais dû prendre ce type de décision pour un patient. Aujourd'hui, c'est une grosse suspicion de Covid. Voilà, et donc on voulait aussi votre accord qu'effectivement, ce soit un maximum en salle. Ici, le problème, c'est que c'est un monsieur qui est vraiment au bout de sa pathologie pulmonaire. Donc ici, c'est une discussion entre les soins intensifs, entre son pneumologue traitant et nous. Et donc, c'est un petit peu voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce patient au mieux, mais ça risque d'être assez compliqué. Une fois la décision collégiale prise, ce patient sera admis au 8e étage pour des soins de confort. En temps normal, il aurait dû être admis aux soins intensifs. Donc voilà, il va aller à l'étage et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il soit le plus confortable possible et pour que ça se passe pour le mieux. Alors que l'encombrement dans les hôpitaux de la région fait rage, le service des urgences continue de recevoir des appels pour des personnes en détresse respiratoire. On vient d'annoncer une patiente de 80 ans, cyanosée. Donc on va s'habiller rapidement. C'est inquiétant, on se dit bien 80 ans, ça va être difficile de juger des critères d'intubation ou non, de mesures, on va dire, jusqu'où on va aller au niveau thérapeutique pour cette patiente, selon ses comorbidités, etc. Ces urgences ne sont pas nécessairement des cas Covid. Pourtant, il faut continuer à se protéger et considérer chaque patient comme un cas potentiel de personne infectée par le virus. Parce que moi, quand je vais rentrer, je vais pas savoir ce qui se passe. Oui, c'est ça. Je mettrai juste ma blouse bleue, mes gants. Et une visière. Prenez à droite. Mais il n'a pas dit RCP. C'est l'infirmière qui entre protégée chez le patient. Elle sera considérée comme sale, donc infectée, dès son entrée dans la maison. Là, visiblement, la patiente désature, donc je vais rejoindre l'infirmière. Jamais quitté avant. Le médecin doit à présent se protéger pour intervenir auprès de la patiente. La décision est prise par l'urgentiste. La femme âgée est dans un état critique. Elle doit rejoindre l'hôpital au plus vite. L'infirmière prodigue les premiers soins dans l'ambulance. Mais avant même de démarrer, l'état de la patiente s'aggrave. Oui. Elle prévient le médecin. L'infirmière ne peut toucher le matériel propre. Le médecin urgentiste, qui s'est débarrassé de ses protections, aide l'infirmière qui va assurer les soins d'urgence dans l'ambulance. Elle se dégrade. Elle a de plus en plus difficile à respirer. Yes. Et alors, dans la pochette qui est là derrière, il y a tout ce qui est tube. De plus de sang, dans une pochette rouge. Oui. C'est désormais une course contre la montre. La patiente est dirigée vers un hôpital proche qui dispose encore de place aux soins intensifs. Donc, patiente de 80 ans, détresse respiratoire pour l'hôpital de Jolimont. Nous accompagnons. L'hôpital est prévenu par mes soins. Vous êtes suspect Covid? Affirmatif. Le manque de place devient généralisé dans les hôpitaux de la région. Il faudra peut-être prendre des décisions en fonction des chances de survie de la patiente. Si on n'arrive pas à stabiliser la patiente et qu'il faut l'intuber, ils vont devoir se poser la question
de l'intuber ou non, c'est une question éthique qui n'est jamais évidente, quoi. Pour le médecin, cette situation est particulièrement difficile, aussi pour des raisons personnelles. Ouais, c'est jamais évident. Moi, ma grand-mère vient d'être ce matin mise aussi à l'hôpital, donc oui, on pense à ses propres grands-parents, à sa propre famille. Étage Covid. Les blouses, cousues par les bénévoles, sont arrivées dans l'unité. On est plus à l'aise à bouger. Une patiente pourrait quitter l'hôpital. Pour le pneumologue, elle semble ne plus devoir nécessiter de soins hospitaliers. Mais son retour à la maison se heurte au refus de l'infirmière à domicile, mal équipée. Parce que moi, mon autre solution, c'est juste de la garder ici, quoi. C'est ça qui me crève le cœur. Hein. On va le faire, hein. On va la garder ici, mais je trouve ça tellement un gâchis, quoi. Voilà, moi je vais la garder. Si vous me dites ça, je vais la garder. Je suis obligé. Je n'ai pas d'autre solution que ou bien il y a une solution à la maison, ou bien elle reste ici jusqu'au 22/4. Voilà, c'est pas de solution. Et là, il faut expliquer à la dame. Hein. C'est la 3e fois qu'on nous fait le coup. Et donc voilà, on a plein de gens entre 80 et 90 ans qu'on nous oblige à garder, alors qu'ils n'ont aucune raison objective d'être à l'hôpital. Aucune. Voilà. Donc on surcharge les hôpitaux jusqu'au moment où il n'y aura pas de place, et puis c'est tout. Hein. Pas de souci, moi aussi je suis désolé. À bientôt. Donc, Madame Mimi, Madame Sopa, refus de l'infirmière à domicile. Je ne sais rien faire. Les infirmières à domicile, elles ne retiennent pas les Covid. Non, parce qu'elles n'ont pas de matériel. Elles n'ont pas de matériel de protection, et je veux bien comprendre. Je veux bien le comprendre. C'est bien, mais lui... Il faut lui expliquer qu'elle ne s'est pas retournée chez elle parce que son fils est incapable de s'occuper d'elle et que l'infirmière n'a pas de quoi venir la voir parce qu'elle est contagieuse. Je suis dépité parce que je voudrais faire plaisir à la patiente. On est là avant tout pour soigner des patients et pour leur faire du bien. Et là, on est obligé de lui expliquer qu'elle ne rentre pas parce qu'elle est toujours contagieuse, mais juste parce qu'elle est contagieuse, elle est plus malade. Il n'y a pas de masque à l'extérieur, il n'y a pas de blouse de protection à l'extérieur, et donc les infirmières à domicile refusent d'aller voir les patients. Cette annonce est difficile. La dame devra rester confinée seule dans sa chambre d'hôpital pendant plusieurs semaines encore. Bonjour. Comment ça va? On a téléphoné. Le médecin traitant a téléphoné. Vous ne sortez pas aujourd'hui. Mais non. Parce que votre infirmière à domicile ne travaille pas pour le moment. Vous allez rester encore un petit peu avec moi? Oui? Allez, ne perdez pas votre sourire. Vous allez rester avec moi encore un petit peu? Parce que, vous savez, votre infirmière, elle doit être habillée comme nous pour s'occuper de vous. Oh, allez, pleurez pas. Ne pleurez pas. Faites-moi vos sourires. Ah, ça va. Ça va. Dans cette unité, il arrive parfois des couples, atteints tous les deux du Covid-19. Mais la maladie n'évolue pas de la même manière pour chacun d'eux. De cette dame hier qui a été hospitalisée peu de temps après son mari pour le Covid, comme son mari. Son mari est passé aux soins intensifs, intubé, ventilé, et hier on lui a appris que son mari allait mourir quelques heures après. Donc on l'a autorisé à aller voir son mari en chaise roulante avec son oxygène, son Pierre Baxter pour aller voir une dernière fois son mari avant qu'il meure. Donc c'est un drame parce qu'en même temps elle se dit non seulement il est mort et j'ai pas pu être là avec lui, mais en plus la prochaine c'est peut-être moi, quoi.
Bonne nouvelle. Un nouvel outil tant attendu par le personnel est arrivé dans le service. Les patients vont pouvoir enfin communiquer visuellement avec leur famille. Donc c'est important, et même pour la famille, c'est super important de pouvoir voir les patients, parce que malheureusement, il y en a, ils partent sans voir leur famille. Ça doit être très dur. Pour le personnel, pour les médecins, c'est pas facile, parce qu'on se met à la place des familles aussi. Voilà, c'est un plus. Un patient attend son premier appel. Mais malheureusement... Ça fonctionne pas? Mais non, on n'arrive pas à se C'est quoi qui connecter. fonctionne pas? Donnez C'est une l'informaticien. excellente question, mais il faut lui dire que pour l'instant, il y a des petits soucis. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Le patient risque d'être déçu. Un peu de patience, ça va? On va essayer de trouver la connexion. Ça va? Il voulait revoir son fils. À tantôt? Besoin de rien? Besoin de rien? L'infirmier tente d'expliquer le mode d'emploi au fils du patient, qui ne semble pas très à l'aise avec les nouvelles technologies. Nous, l'information que nous avons reçue, c'est qu'on attendait effectivement que vous vous connectiez pour pouvoir rentrer en communication. Et vous, qu'est-ce que vous ne savez pas faire, monsieur? On a promis au patient qu'il aurait un appel. On utilisera le téléphone de l'unité pour un simple appel vocal, mais il ne faut pas qu'il soit contaminé. Que son fils puisse parler à son papa, et ensuite tu me donneras la chemise comme ceci, et moi je prendrai le téléphone. Ça va? Ok. C'est votre fils à l'appareil. Il est sous haut-parleur. Vous pouvez lui parler. Ouais. Ça va, ouais. Ouais, un petit peu. Ouais, pour McDo. Pour McDo. Ouais. Tout à fait. Oui, ça va. Oui. Oui, ça va. Oui, ça va. De rien. De rien, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. C'est la première fois depuis son admission que ce patient entend son fils. Voilà. Prends tout le téléphone. Hein. Ouais. Merci. Allez. Vous continuez à dîner? Pardon? J'ai pas compris. Bah, c'est pour vous hein, qu'on le fait. C'est pour vous, hein, voilà, vous voyez? Ouais. C'est difficile de voir ça. Je pense qu'on a tous une fatigue psychologique et une fatigue physique aussi. Et... La perspective d'avoir un contact visuel avec la famille a échoué. Pourtant, l'équipe du 8e ne s'avoue pas vaincue. Une des petites filles du patient a réussi à se connecter. Voilà. Vous m'entendez? Oui. D'accord, je vais passer la tablette à une infirmière dans la chambre, comme ça vous pourrez communiquer. Hein? Le patient revoit enfin les siens. Mettez les piercings. Les piercings, tout va bien. Comment? Oh. Tu manges bien? Ouais.
L'unité des soins intensifs s'est agrandie. Une patiente doit quitter la réanimation pour un scanner. Son pronostic vital est engagé. C'est une patiente qui a déjà quelques soucis neurologiques, qui sont aussi en fait la conséquence du Covid, qui entraîne pas mal de problèmes. Pour le transport vers la salle de radiologie, les équipes sont accompagnées d'un aiguilleur, une personne qui assiste les équipes dans la partie dite propre de l'hôpital. Elle doit descendre à toute vitesse pour ouvrir les portes. Elle ne peut prendre l'ascenseur avec les équipes sales. La patiente intubée est connectée à un respirateur mobile. Chaque manipulation s'avère très délicate. Là, son état neurologique se dégrade, donc on a un petit peu peur d'une transformation hémorragique. Et donc là, c'est pour ça qu'on l'a amené au scanner. Ça va donner aussi une idée pronostique. Enfin, on se doute bien que c'est pas très bon déjà. L'examen a duré à peine 15 minutes, car le temps compte. Il faut réduire la présence d'une équipe contaminée dans la partie propre de l'hôpital. Retour aux soins intensifs. Pour la première fois depuis le début de la crise, quelques patients sont enfin extubés. Ils ne sont plus assistés d'un respirateur, mais doivent encore retrouver leur tonus musculaire. On va faire l'autre jambe. Allez, hop, on regarde sur le côté. On a fait une nouvelle admission sur l'intensif ici depuis 4 jours. Oui, 4 jours sans nouvelles admissions, c'est plutôt sympa. Mais enfin, il a fait beau, il y aura des barbecues ce week-end, des gens qui vont bouger en famille, on verra bien. Ça vous inquiète un peu le comportement des gens parfois? Oui, parfois, quand je prends ma voiture, je quitte le Tivoli, que je rentre chez moi, je vois 5-6 personnes ensemble en train de parler en plein milieu de la rue. Je me dis, tiens, c'est qu'ils n'ont pas tout compris. Hier, j'ai rencontré un pote au Spar à 8 h. Il a une 60aine d'années, il est plutôt ventripotent, c'est pas vraiment de sport. Et il me dit, c'est quoi cette histoire pour une simple grippe? Trouve pas qu'on exagère? Bon, j'ai préféré pas rentrer dans le débat. Je me suis dit, non Michel, enfin bon, allez, on se reverra dans quelques mois. Si tout va bien. Le radiologue a terminé d'interpréter les clichés du scanner de la patiente. Il reste à communiquer les résultats aux soins intensifs. Le médecin vient aux nouvelles. C'est stable par rapport à l'ancien. D'accord. Il n'y a pas de majoration, pas d'hydrocéphalie non plus. D'accord, nickel. Merci beaucoup. La patiente est stabilisée, pendant qu'une autre patiente est sur la voie de la guérison. Elle est sortie de son coma et ce premier contact avec sa famille doit encore être assisté. Trop chaud, elle a parlé à son fils comme ça. Oh, c'est bien. Oh, dis. Oh, ça m'a fait du frisson. Son fils lui a sonné, mais comme elle ne sait pas parler, comme je fais l'intermédiaire, elle me parle. Comme elle a été intubée très longtemps, sa voix a du mal à revenir. Oui, donc elle a une voix très très faible et elle ne sait pas parler au téléphone. Voilà. Et donc je disais, madame, c'est notre première patiente, en tout cas à l'USI, Covid confirmée. Et voilà, ça fait du bien de voir que des patients s'en sortent. Ça reste symbolique de voir que notre première patiente arrivée, qui a eu un lourd traitement, elle a été sédatée pendant longtemps. Ici, on est quasi sûr qu'elle va s'en sortir. Donc ça aussi, ça fait du bien. C'est sûr. Les protections sont gardées pendant plusieurs heures. Et quand elles quittent les corps qui les ont portés, elles semblent ne pas vouloir quitter les esprits. On se réveille la nuit, et alors on cherche notre masque. Pour moi, ça m'arrive tout le temps et apparemment la nuit aussi. Donc voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait quelqu'un qui était assis sur ma cage thoracique à certains moments. Je me réveille. Je cherche mon air, je me dis, ben non, tu dors, tout va bien, endors-toi. Ça m'arrive parfois 400 fois sur la nuit. Et on se réveille, très souvent. Très, très souvent. Ils sont où les FFP3? Les masques laissent peu de place au contact humain habituel. Alors, d'autres signes permettent aux équipes de rester soudées.
Un grand merci à tous, je suis fière de votre job. C'est quand même formidable, hein. C'est qui qui a écrit ça? C'est le médecin. C'est le... Il met un peu de baume au cœur. Je pense que toute la situation nous fait rendre compte à tout le monde de certaines valeurs qui étaient parfois un peu oubliées. Et comme on se rend compte pour l'instant ici que tout le monde rappelle sa famille, tout le monde rappelle énormément les amis, tout ça, c'est... voilà, on revient un petit peu aux relations humaines sans pour autant être proche physiquement des gens. Voilà. Ce week-end de Pâques, les soins intensifs de l'hôpital semblent montrer un taux de remplissage légèrement à la baisse. Mais les places libres ne sont pas toujours le signe d'un patient guéri. L'après-midi ici, il y a une dame qui est décédée et c'était pas facile. Après, je suis peut-être hyper sensible, mais rien que le bruit des sacs mortuaires, on a dû refermer. Et puis de l'autre côté, et puis de nouveau de l'autre côté parce qu'il faut les mettre dans 2 housses. Je trouvais ça assez traumatisant de me dire qu'on l'a mise là comme ça. Même pas, elle avait même pas de robe de nuit. L'entourer dans cette draps sale. La toilette mortuaire en général, ça prend 1 heure. Oui, on les bichonne, on les habille bien. On nous apprend que la toilette mortuaire, les soins mortuaires, c'est la finalité de ton soin. Ouais. C'est là où tu donnes un dernier au revoir à ton patient et un dernier soin. Et là, ce dernier soin, on ne sait pas leur donner. Et donc, voilà, on a juste retiré les câbles, on a emballé, puis encore emballé, et puis mis dans une housse. Enfin, voilà. Je trouvais qu'on ne disait pas au revoir correctement. Enfin, j'avais le sentiment d'avoir loupé une partie... C'est bâclé, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, d'avoir bâclé, alors que non, c'est pas de notre faute. C'est dur. Mais on a l'impression d'avoir bâclé leur décès, ouais. Ici, j'en ai eu un la semaine passée, très difficile, comme Naomi, en fait, où la patiente s'est retrouvée nue, emballée dans un drap, emballée dans une housse. Et il y avait également quelqu'un à côté. On avait juste mis un drap comme séparation. Heureusement pour la dame, elle avait, sa voisine, elle avait l'Alzheimer, donc elle s'est rendue compte de rien. Mais pour nous, très éprouvant, difficile. Pardon. Oui. On est très soudés. Voilà, je ne la connaissais pas avant et on travaille assez souvent ensemble, je veux dire maintenant. C'est le point positif. Voilà, on en ressortira avec plus de liens entre nous. Quand on se croisera dans les couloirs, ça restera toujours celle avec qui j'ai travaillé pendant le Covid, quoi. Ouais. Je pense que ça soude quand même. À un moment, on se rend compte que on est une équipe. Il n'y a pas que dans un service qu'on est une équipe. C'est tout l'hôpital qui est une équipe. Pâques est arrivé. La maman de l'urgentiste peut quitter sa chambre de l'unité Covid pour rejoindre sa famille. Il faut faire attention. Voilà. Sans rien, il faut faire attention. Au revoir. Au revoir. C'est la bonne. Hein. Au revoir, merci. Avec la bande, là. Ouais. C'est pas évident. C'est une drôle de maladie. Et pour les gens qui sont ici, c'est un autre métier. C'est un autre métier que le métier qu'elles font. Ils sont extraordinaires quand même. Faut le dire. Je suis émue parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur pour mon mari. J'ai toujours peur pour ma fille. Oui, c'est pas comme ça qu'on rêve de passer les fêtes de Pâques. Hein. Je suis contente, je vais retrouver mon mari. Lui, il a été hospitalisé 1 semaine avant moi. Et puis moi, je suis rentrée et lui, il est retourné. C'est quand même pas comme ça qu'on doit vivre. Hein. Enfin, moi, je le retrouve. Ça, c'est bien. Il y en a qui ont eu moins de chance. Voilà. Ici, je me connais un peu. Et... Christina fait un petit passage par les urgences pour tenter d'apercevoir sa fille. Caroline est là? Voilà. Je t'embrasse. Les règles sont strictes. Il ne faut pas avoir de contact, même si c'est difficile. On peut quand même se toucher la main, maman. Ouais? Ouais. Ah.
fait quand même 15 jours qu'on s'est plus vu. Attends, je vais me redésinfecter les mains. Ça va, ça a été pour sortir? Oui, je suis contente d'être dehors. Tu m'étonnes. Je suis contente. Vous avez peur pour votre fille? Ben oui, bien sûr qu'on a peur pour eux. C'est des drôles de moments. D'habitude, j'ai pas peur pour elle, mais ici, pas que pour elle. Hein. Je vous dis, c'est pour toutes les équipes ici. Oui, j'ai peur. Bien sûr. Hein. Allez, ça commence à pleurer. Hein. Non, je pleure pas. Tu vois que je pleure. J'ai une allergie. Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'était déjà le motif de ton admission, les allergies. Allez, on va chercher papa. Alors. Allez, ça va. Je te laisse. À bientôt. J'espère quand même qu'on va se voir bientôt. Je veux dire aux gens de rester chez eux. Ça va te faire une drôle de fête de soir. Bon, bah tu fais un bisou à papa alors. Du coup, je sais pas, comme ça quoi. Je peux pas. Le mari de Christina l'attend. Lui qui est à peine remis de son hospitalisation. La maladie n'a pas pu séparer le couple. Ils sont heureux de se revoir. Un peu comme s'ils avaient vécu l'enfer.